le soleil rayonne et toutes les fleurs bourgeonnent sur notre terre des hommes et demain matin. Et nous, tous ces animaux qui disparaissent de notre terre. Donc Judith, après tous ces échanges, toutes ces idées, on revient à la question très essentielle du rôle premier de l'éducation. Et selon vous, à quoi sert l'école? En fait, la question donc, posée par ce film, c'est la question du rôle de l'école au XXIe siècle. Mais derrière cette question, il y en a une autre, qui est encore bien plus large, et qui est la question de savoir ce que ça veut dire d'être un citoyen au XXIe siècle. On a pris l'habitude de penser qu'être un citoyen, ça voulait dire respecter la loi à peu près, et puis aller voter une fois tous les 5 ans. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et pour fabriquer des vrais citoyens, une nouvelle génération de vrais citoyens, on ne va pas pouvoir, à mon avis, se contenter d'une heure par semaine d'éducation morale et civique, ou d'une semaine par an de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est très bien, mais je pense que ça ne suffit pas. Et dans toutes les écoles du film, en fait, la citoyenneté, c'est la colonne vertébrale du projet pédagogique. C'est-à-dire que c'est absolument tout le temps. Parce que pour se sentir libre dans une classe, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir se tromper, il faut pouvoir prendre des décisions, il faut pouvoir proposer des choses aussi. Pour se sentir l'égal de l'autre, il faut savoir qu'on a soi-même de la valeur. Donc il faut avoir développé de l'estime pour soi-même. Et la fraternité, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui s'éprouve et c'est quelque chose qu'on comprend dans la vie le jour où on est en difficulté, où quelqu'un nous vient en aide ou inversement. Donc, à mon avis, le rôle de l'école, c'est en grande partie de faire ça. Et évidemment, d'apprendre à lire, à écrire, à raconter, il n'est pas question de dire que c'est l'un ou l'autre. Évidemment. Et selon vous, professeur François Tadei, fondamentalement, à quoi l'éducation doit-elle servir? Avez-vous la même approche? Ah oui, je pense qu'on est très en phase avec les choses, pas complètement par hasard non plus, mais je pense que pour rajouter des dimensions, on est dans un monde en accélération permanente, et je dirais plus les machines progressent, plus l'humain doit progresser et développer son humanité. Parce que c'est ça notre spécificité. Si on est juste capable de faire des choses que des machines savent faire, on sera remplacé tôt ou tard par une machine. Or, on a quand même conçu une bonne partie de la société avec des individus qui sont des rouages un peu interchangeables, et on ne développe pas complètement les capacités de chacun, en particulier cette capacité d'empathie et de capacité à coopérer, à faire des choses ensemble qu'on ne saurait pas faire seul. Donc ça, je pense que c'est aussi une des vraies leçons du film, c'est de voir que d'abord, fondamentalement, les enfants aiment ce genre de choses, ils sont fondamentalement heureux, c'est quand même un des points essentiels, et que cette bienveillance et exigence ne s'opposent pas du tout. Il y a des gens qui les opposent. Au contraire, on va beaucoup plus loin, parce que quand on sent cette bienveillance, on peut se remettre en question, et donc on peut progresser beaucoup plus, parce qu'on pourrait être beaucoup plus vrai, individuellement et collectivement. Et ça, je pense que c'est aussi une des leçons importantes du film, c'est cette capacité à faire des choses ensemble et à admettre ses erreurs et à avancer grâce à ça. Alors que si on a une vision très hiérarchique, très autoritaire, évidemment on ne va pas avouer ses erreurs, alors que là elles sont encouragées. Et honnêtement, il n'y a pas d'innovation sans erreur. Einstein l'a dit, plein de gens ont dit dans l'évolution, il n'y aurait pas d'évolution biologique s'il n'y avait pas d'erreur au niveau génétique. Donc c'est un des moteurs essentiels, c'est l'erreur, mais il faut être capable d'accepter cette erreur et être capable de progresser grâce à cette erreur, et pas voir l'erreur comme une source de difficulté. Bien, on voit un changement culturel aussi à apporter vis-à-vis du traitement de l'erreur. Et donc la question que je vais vous poser, le numérique dans tout cela, vous en parlez un petit peu au début, mais quel selon vous le rôle que vous pouvez lui donner, Judith, peut-être? Bon, je pense que le numérique est un outil, et donc vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, la question c'est un outil pourquoi faire et avec quelle vision. Pour moi, le numérique, il est utile s'il sert l'humain. On n'en parle pas spécialement dans le film parce qu'en fait, je me suis basée sur ce que j'avais tourné et
qu'il n'y avait pas tellement d'images en fait où on voyait des outils numériques. Aussi parce que je pense qu'il est sous-jacent, je veux dire, pour les professeurs du film, c'est clairement ça. Le numérique vient servir tout ce qu'ils expliquent dans le film. Après, je veux dire, la question, on ne peut pas de toute façon se poser la question de numérique, pas numérique. Les enfants, les adolescents se servent du numérique absolument tous les jours. À mon avis, l'énorme enjeu, et j'ai pas pu en parler dans le film, il faudra un film entier pour faire ça. Moi, je suis médiatrice, je fais de la médiation contre les préjugés au collège et au lycée. Et je vois des trucs vraiment terrifiants. C'est-à-dire que je vois des triangles Illuminati à côté du mot juif. Je veux dire, il y a un vrai problème d'éducation aux médias, à mon avis, et il y a un très gros enjeu aujourd'hui dans le numérique qui est d'apprendre aux élèves à se servir à consommer correctement les médias. Et Isabelle Peloux a donné un exemple assez génial hier, où en fait il y a eu un reportage télé sur son école l'année dernière, et il se trouve que dans le montage et dans la voix off, il y avait à peu près 12 erreurs en 8 minutes. Et donc en fait elle s'est servie de ça pour analyser l'image avec ses élèves, et du coup leur apprendre qu'il fallait vérifier 3 fois ses sources, etc. Voilà, c'est assez marrant comme exemple. Ouais, je pense que le numérique change beaucoup de choses, mais je vais revenir à une ancienne technologie qui est la langue et donc l'oral. Vous connaissez, au moins depuis Ésope, on sait que la langue, ça peut être la meilleure et la pire des choses. C'est vrai de tout outil de communication. Et donc, le numérique peut charrier des monceaux de bêtises tels que ceux que tu évoques, et il peut évidemment apporter aussi les meilleures des choses. Et donc, fondamentalement, sans esprit critique, on peut être bombardé de virus ou au contraire recevoir des choses intéressantes, et on a vraiment besoin de savoir faire la différence entre les deux. Et donc ça se cultive. Et c'est lié avec une capacité à questionner, à repérer ses erreurs à soi, mais aussi celles des autres, et à déconstruire tout un tas de messages. Tu donnes un exemple, il y en a mille autres. Il y a des enseignants qui accompagnent les enfants face à la théorie du complot, en leur faisant comprendre les invariants qu'il peut y avoir dans ce genre de choses pour qu'ils les repèrent plus facilement, voire en les invitant à en construire eux-mêmes, parce qu'à ce moment-là, ils ont vraiment compris la logique sous-jacente. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être utilisés. Le numérique, pour moi, a un avantage essentiel supplémentaire, c'est la capacité de partage. Et dans des logiques open source, de co-construction. Il y a, par exemple, il y a des classes qui sont des tweet classes, donc qui utilisent Twitter en classe, et tout d'un coup, lire et écrire, c'est pas juste pour faire plaisir à la maîtresse, c'est pour communiquer avec le reste du monde. Et donc ça devient très intéressant, donc c'est très motivant, et tout d'un coup, ça devient quelque chose de tout à fait naturel. Il y a une autre classe qui fait des choses intéressantes, je suis pas sûr de me souvenir de son nom sur Twitter, mais c'est quelque chose du genre mini-flip ou quelque chose comme ça. Et ce qu'ils font, c'est que les élèves collaborent en classe déjà, et donc certains font des erreurs, d'autres moins. Ils travaillent ensemble pour corriger les erreurs, mais ensuite elle leur dit « vous êtes tous des experts ». Il y en a qui sont experts en solution, d'autres qui sont experts en erreur. Et ensuite, ils font des petites vidéos et ils produisent des contenus où les experts en erreur sont capables de dire quelles erreurs risquent de faire les élèves, et donc ils font la liste en disant « attention à ne pas faire toutes ces erreurs », et les experts en solution donnent les solutions. Et donc ils collaborent tous ensemble, et ils ont, je pense, beaucoup plus ancré les choses, mais surtout, c'est des classes que j'appellerais apprenantes, parce que quand un enfant a appris, un autre va apprendre plus facilement parce qu'il partage de la connaissance, et c'est une classe qui peut être mise en réseau avec d'autres classes, et donc ça crée cette société apprenante, cette capacité à faire que quand un enfant a appris, un autre va apprendre plus facilement, quand un enseignant a innové, un autre va pouvoir innover plus facilement. Et donc le numérique permet de démultiplier ça, parce que cette classe, moi je suis jamais allé, mais je l'ai vu sur Twitter, et j'ai vu la vidéo, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a une capacité à partager le meilleur beaucoup plus facilement. Alors, il y a aussi le pire, et il faut donc réfléchir via l'esprit critique à minimiser ces risques-là. Alors peut-être que, comme vous l'avez dit, le meilleur signe d'usage du numérique, c'est quand on ne le voit plus, et que c'est plus un sujet en soi, et c'est un peu peut-être qui ressort de votre film. Judith, qui souhaitez-vous toucher avec ce film qui a été votre cible? Utiliser ce terme. Oui, vous poser la question. J'ai envie de vous répondre tout le monde. On est assez persuadé que l'éducation est l'affaire de tous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de distribuer le film grâce à des projections citoyennes. Donc ça veut dire que n'importe qui peut nous contacter pour organiser une projection. Il suffit de trouver une salle, et ensuite on aide les citoyens à organiser des projections.
C'est comme le dit Jérôme Saltet dans le film, on a tous un rôle à jouer dans l'évolution du système éducatif. Donc vraiment tout le monde. Tout le monde. Et donc je crois que vous avez fait un tour de France. Alors... Oui, on vient de finir un tour de France d'avant-première. On a été dans les villes à proximité des écoles et on a déjà reçu à peu près 200 demandes de projection, donc qui s'organisent petit à petit, mais il y a déjà pas mal de dates qui sont organisées. Comment avez-vous vécu ce tour de France? Quels ont été les premiers retours? Honnêtement, c'est assez incroyable. Le sentiment que j'ai, c'est que ces retours extrêmement positifs, ils sont surtout le signe que ce film, en fait, il montre un mouvement de fond. Et il n'est évidemment pas question de dire qu'il y a 9 établissements scolaires fabuleux en France et que tout le reste, c'est n'importe quoi. Il y a énormément d'enseignants qui font des choses merveilleuses dans leur classe. Il y en a qui se sentent un peu seuls. Il y en a qui font ça, mais qui sont les seuls dans leur établissement scolaire à faire ça et qui ne se sentent pas forcément très bien accueillis par le reste de leur équipe. Et ces enseignants-là, en général, nous disent merci, je me sens moins seule. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont reconnus et qui... En fait, le boulot des enseignants, c'est pas de communiquer. Eux, leur travail, c'est d'aider les enfants, quoi. C'est d'aider cet enfant de 8 ans qui sait toujours pas lire et avec qui on n'y arrive pas, cet enfant qui a des problèmes familiaux par-dessus la tête et qu'on n'arrive pas à récupérer. Et donc, même quand ils font des choses extraordinaires, ils passent pas leur vie à expliquer sur Twitter et Facebook, surtout parce qu'ils sont très humbles, qu'ils font des choses extraordinaires. Donc c'est pour ça que c'est très important d'en parler pour eux. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'enseignants qui se reconnaissent dans ce film en disant ah, tiens, il y a quelque chose qui raconte en fait ma vision des choses, ce que j'essaye de faire depuis parfois 10, 20, 30 ans. Hein. C'est pas, et je vais juste finir là-dessus, c'est le mot d'innovation. On m'a posé la question l'autre jour, on m'a dit est-ce que les profs se définissent comme innovants? Non. Aucun d'entre eux ne va dire moi je suis un prof innovant. J'en ai même entendu une samedi dans un autre contexte, il me disait mais moi je n'innove pas, je cherche des solutions à mes problèmes. Et en fait, globalement c'est ça, ils tâtonnent, et ils sont des chercheurs, ils acceptent de se remettre perpétuellement en question et c'est ça qui les définit, c'est pas d'être innovant en tant que tel. En tout cas, un grand merci à vous deux de votre présence, de votre vision, de ce film qui nous permet de voir notre vision de l'école. Et nous avons vraiment besoin de personnes comme vous pour nous inviter au changement. Et j'espère que Eduspot sera aussi l'occasion de nous inviter au changement. En tout cas, vous pouvez encore les applaudir. Merci beaucoup.